Vous vous tenez sous le soleil brûlant d'Égypte à Abydos, juste derrière le temple de Séti Ier, regardant quelque chose qui ne devrait pas être là. L'Osirien est situé à 15 mètres sous le niveau du sol, une structure mégalithique massive, qui semble si différente de tout ce qui l'entoure que la plupart des touristes passent à côté sans jamais réaliser qu'ils regardent ce qui pourrait être l'anomalie archéologique la plus importante d'Égypte. Le temple au-dessus est magnifique, couvert d'hiéroglyphes et de reliefs peints célébrant le règne de Séti Ier vers 1280 avant Jésus-Christ, mais l'Osirien en dessous n'utilise aucune de ces techniques. Au lieu de cela, vous regardez des blocs colossaux de granit rouge et de calcaire, certains pesant plus de 100 tonnes, assemblés sans mortier dans un style qui ne ressemble en rien à la construction de la 19e dynastie. Les égyptologues affirment que Séti Ier a construit les deux structures dans le cadre d'un même complexe, une tombe symbolique pour Osiris, afin de compléter son temple. Mais voici le problème qui fait que les ingénieurs et les archéologues se disputent après une centaine d'années d'études. La technique de construction de l'Osirien, ses motifs d'érosion, son style architectural et même sa position par rapport au temple suggèrent tout ce qu'il a été construit en premier, possiblement des milliers d'années avant la naissance de Séti Ier. L'explication conventionnelle semble simple à première vue. Séti Ier, l'un des pharaons les plus puissants d'Égypte, aurait commandé à la fois le temple et l'Osirien dans le cadre d'un grand projet honorant Osiris, le dieu de l'au-delà et de la résurrection. Le temple servirait de lieu de culte, tandis que l'Osirien, construit dans un style intentionnellement archaïque, fonctionnerait comme un cénotaphe, une tombe symbolique, où le pharaon pourrait être identifié avec Osiris lui-même. Cette interprétation a dominé l'égyptologie depuis l'excavation formelle de la structure au début du XXe siècle. Elle explique pourquoi l'Osirien se trouve derrière le temple, pourquoi il utilise des méthodes de construction plus anciennes comme un choix stylistique délibéré pour évoquer le lointain passé de l'Égypte, et pourquoi aucune sépulture royale n'a jamais été trouvée là. Le problème est ça, que cette explication exige que nous croyions que les architectes de Séti Ier ont délibérément choisi de rendre leur travail exponentiellement plus difficile. Ils auraient abandonné les techniques raffinées développées au cours de 1500 années de construction de pyramides et de temples, pour se battre avec des blocs que même les ingénieurs modernes ont du mal à déplacer. Cela nous demande d'accepter que des travailleurs utilisant des outils en cuivre ont décidé de travailler avec des blocs de granit de 100 tonnes alors que le calcaire était facilement disponible et beaucoup plus facile à façonner. Cela exige que nous ignorions les preuves d'érosion, la logistique de construction, l'évolution architecturale et le fait inconfortable que l'Osirien présente des caractéristiques qui n'apparaissent ailleurs que dans les monuments les plus anciens d'Égypte, des structures que nous ne pouvons pas dater avec certitude. Pensez à ce que signifie réellement 100 tonnes en termes pratiques. C'est le poids d'environ 60 voitures ou de la capacité maximale de chargement d'un avion 747 entièrement chargé, compressé en un seul bloc de pierre. Les grues de construction modernes classées pour cette capacité sont d'énormes équipements, nécessitant une ingénierie soigneuse, des fondations solides et une puissance significative pour fonctionner. Les plus grands blocs de l'Osirien pèsent jusqu'à 120 tonnes selon les mesures prises par des chercheurs. Ils ont été extraits et tractassés à Assouan, transportés sur environ 120 miles au nord vers Abydos, puis abaissés en position à 15 mètres sous le niveau du sol et assemblés avec une telle précision qu'à de nombreux endroits vous ne pouvez pas glisser une lame de couteau entre eux. Les blocs ne montrent aucune marque d'outil, aucune preuve des pierres de frappe et des scies en cuivre que les égyptologues disent être les principaux outils disponibles durant le règne de Séti Ier. Au lieu de cela, les surfaces sont lisses, presque polies, avec des angles droits qui restent précis à quelques fractions de degrés près. Une étude de 2008 par le géologue Dr Robert Schoch a examiné les motifs d'érosion sur les blocs de calcaire de l'Osirien et a conclu qu'ils montraient des preuves d'une érosion hydrique substantielle, celle qui nécessite une exposition prolongée à des pluies importantes ou à des inondations. Le climat de l'Égypte est aride depuis au moins 4000 ans. Il a connu pour la dernière fois le type de précipitation nécessaire pour créer une telle érosion durant la période humide africaine qui s'est terminée vers 3400 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ environ 2000 ans avant le règne de Séti Ier. Lorsque vous vous tenez dans la salle centrale de l'Osirien et que vous passez votre main le long du calcaire profondément érodé, vous ressentez quelque chose que les mathématiques de la géologie insistent sur le fait que cela ne devrait pas exister si cette structure a été construite quand les manuels affirment que l'architecture elle-même présente une autre cascade d'impossibilités.
L'Osirien utilise une technique de construction appelée maçonnerie cyclopéenne, où d'énormes blocs sont assemblés sans mortier, s'appuyant entièrement sur la précision des coupes et le poids des pierres pour créer de la stabilité. Cette méthode n'apparaît que dans une poignée de structures égyptiennes, notamment le temple de la vallée à Gizeh, qui se trouve à côté du Sphinx et partage le même débat sur la datation. Le temple de la vallée et l'Osirien sont les deux seules grandes structures en Égypte à utiliser d'énormes blocs de granit rouge dans ce style mégalithique particulier. Ils présentent tous deux des colonnes monolithiques en granit pesant des dizaines de tonnes chacune. Ils montrent tous deux le même manque déroutant d'inscriptions ou d'éléments décoratifs qui caractérisent presque tous les autres temples d'Égypte de la période dynastique. Ils se trouvent tous deux bien en dessous du niveau actuel du sol, enfouis sous des sédiments accumulés au fil des siècles. La similarité architecturale est si frappante que plusieurs chercheurs, y compris l'ingénieur Christopher Dunn, ont suggéré qu'ils auraient pu être construits durant la même période par la même culture. Pourtant, le temple de la vallée se trouve à Gizeh, à environ 480 km au nord d'Abydos, et n'est officiellement attribué à aucun pharaon, tandis que l'Osirien est censé être une structure de la 19e dynastie, construite à 9 mètres derrière le temple de Séti Ier. Si les architectes de Séti Ier ont construit l'Osirien dans un style archaïque pour honorer la tradition, pourquoi auraient-ils précisément imité la technique de construction unique d'une structure à Gizeh, dont personne ne sait même qui l'a construite? Comment auraient-ils pu connaître les spécifications exactes de l'intérieur du temple de la vallée qui était enfoui sous le sable durant la période du Nouvel Empire? L'explication conventionnelle exige non seulement un revival des techniques anciennes, mais aussi une connaissance spécifique de structures qui étaient elles-mêmes déjà des mystères anciens. Mais c'est ici que les preuves commencent à s'accumuler d'une manière qui met à l'épreuve la chronologie conventionnelle au-delà de son point de rupture. Le sol de l'Osirien se trouve à environ 15 mètres en dessous du niveau actuel du sol et environ 9 mètres en dessous du niveau de fondation du temple de Séti Ier qui se trouve directement devant lui. Lorsque les excavateurs ont d'abord dégagé la structure au début des années 1900 sous la direction des archéologues Neville et Frankfort, ils ont dû enlever des millénaires de silt, de sable et de débris, juste pour atteindre le niveau du sol. La profondeur de cette accumulation est extrêmement importante. Les taux de dépôt de sédiments varient, mais les géologues peuvent estimer l'accumulation en fonction des conditions locales, des schémas de pluie et des événements d'inondation connus. L'analyse du docteur Chaka a suggéré que la quantité de sédiments recouvrant l'Osirien indiquait une période d'enfouissement beaucoup plus longue que les environ 3000 ans depuis le règne de Séti Ier. Plus significativement, le temple de Séti Ier ne montre aucune preuve du même processus d'enfouissement. Sa fondation est plus élevée, ses murs montrent une érosion différente et sa construction s'est clairement produite au niveau du sol, pas dans un profond trou. Si les deux structures ont été construites simultanément dans le cadre d'un même projet, elles devraient montrer des relations similaires par rapport au niveau du sol et des schémas d'accumulation de sédiments similaires. Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, les preuves archéologiques suggèrent de l'énor que l'Osirien était déjà ancien et enfoui lorsque les architectes de Séti Ier ont commencé à construire le temple et qu'ils ont construit le mur arrière du temple pour se connecter ou incorporer cette mystérieuse structure mégalithique qu'ils avaient découverte. La séquence de construction présente une autre impossibilité technique si nous acceptons la datation conventionnelle. Construire une structure massive à 15 mètres sous le niveau du sol nécessite d'excaver un énorme trou, de construire le bâtiment à l'intérieur de ce trou, puis de combler autour ou de laisser les processus naturels l'enfouir avec le temps. La salle centrale de l'Osirien mesure environ 30 mètres de long sur 18 mètres de large avec des murs s'élevant à environ 9 mètres du sol. Créer un trou suffisamment grand pour travailler nécessiterait de retirer des dizaines de milliers de mètres cubes de terre et de roches. Les travailleurs auraient besoin d'un accès constant aux matériaux, aux outils et à l'évacuation des déchets. Ils auraient besoin de rampes ou de systèmes de levage pour abaisser les énormes blocs en position. Ils devraient empêcher les murs de l'excavation de s'effondrer durant les années de construction. Et ils devraient faire tout cela immédiatement derrière le temple qu'ils construisaient en même temps, sans perturber ses fondations ou sa construction. Aucune preuve n'existe d'une telle excavation. Aucun texte ancien ne décrit cette entreprise massive. Aucune preuve archéologique ne montre les rampes de construction, les zones d'atelier ou les champs de débris qui devraient entourer un projet de cette ampleur.
Le temple de Séti Ier, en revanche, a laissé abondante preuve de son processus de construction, y compris des hiéroglyphes partiellement finis, des marques d'outils et des techniques de construction visibles dans toute la structure. L'Osirien n'a aucun de ces signes révélateurs des méthodes de construction du Nouvel Empire. Il reste silencieux et énigmatique dans son trou, ne montrant que les énormes blocs et l'érosion comme s'il était émergé entièrement formé du sol plutôt que d'y être construit. Pensez à la progression technique que la chronologie égyptienne conventionnelle exige que nous acceptions. L'Égypte dynastique précoce vers 3000 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ construisait des structures en briques de boue et commençait à expérimenter avec la pierre. Au moment de Dujazzer vers 2650 avant Jésus-Christ. Il construisait la pyramide à degrés en utilisant des blocs de calcaire relativement petits, créant la première grande structure en pierre mais apprenant encore les techniques. 100 ans plus tard, il serait supposément en train de construire la grande pyramide à Gizeh, utilisant des blocs massifs et une précision qui laisse encore perplexe les ingénieurs, un saut soudain en capacité qui apparaît sans aucune courbe d'apprentissage intermédiaire. Ensuite, au cours des 1000 années suivantes, les techniques de construction égyptiennes deviennent progressivement plus raffinées, mais aussi plus simples, utilisant des blocs plus petits, plus de mortier, moins de précision. Au moment de Séti Ier, vers 1280 avant Jésus-Christ, les temples égyptiens utilisaient des blocs de calcaire relativement modestes, un mortier extensif et des éléments décoratifs plutôt qu'une construction mégalithique. L'explication conventionnelle nous demande de croire que les architectes de Séti Ier, travaillant à une époque où la construction égyptienne avait évolué vers des blocs plus petits et des techniques plus simples, ont soudain décidé de revenir en arrière, de près de 2000 ans, de sauter toutes les améliorations que leur civilisation avait développées et de construire en utilisant des méthodes que leurs ancêtres à Gizeh avaient employées. Mais ils sont allés encore plus loin en choisissant de travailler avec des blocs plus grands que ceux de Gizeh, atteignant une précision égale ou supérieure à celle des structures de Gizeh, et faisant tout cela à 15 mètres sous terre. Ce n'est pas un revival des techniques anciennes, c'est une régression technologique qui n'a aucun sens dans le contexte de la façon dont les civilisations se développent et transmettent en tête leurs connaissances. La partie vraiment époustouflante émerge lorsque vous examinez la relation de la structure avec l'eau. L'Osirien présente un canal central entouré de plateformes avec l'ensemble du sol conçu pour être périodiquement inondé par des sources d'eau souterraines. Lorsque les excavateurs ont d'abord dégagé la structure, ils l'ont trouvée partiellement remplie d'eau souterraine et les tentatives de la pomper à sec ont échoué à plusieurs reprises alors que l'eau revenait. Le design anticipait clairement et incorporait cette présence d'eau, l'utilisant comme un élément central de tout rituel ou but pratique que la structure servait. Mais voici le problème. Le niveau des eaux souterraines à Abydos a augmenté régulièrement pendant des milliers d'années en raison de l'irrigation agricole, des schémas d'inondation du Nil et de l'accumulation de sédiments. Au moment du règne de Séti Ier, la nappe phréatique aurait été significativement plus basse, peut-être trop basse pour inonder naturellement le canal central de l'Osirien de la manière dont il a clairement été conçu pour accueillir. Des études hydrologiques de la vallée du Nil montrent que la nappe phréatique a augmenté d'environ 6 à 9 mètres dans la région d'Abydos au cours des 3000 dernières années. Si l'Osirien a été construit lorsque le niveau du sol était 15 mètres plus bas qu'aujourd'hui et que la nappe phréatique était également 6 à 9 mètres plus basse, la structure aurait été bien au-dessus des eaux souterraines rendant ses caractéristiques aquatiques non fonctionnelles. Mais si l'Osirien a été construit durant une période beaucoup plus ancienne, lorsque le niveau du sol et la nappe phréatique étaient différents, lorsque l'Égypte a connu plus de pluie et d'inondations saisonnières, les caractéristiques aquatiques ont un sens parfait en tant qu'élément de design intentionnel. La structure a été construite pour fonctionner avec l'eau, mais l'eau pour laquelle elle a été conçue n'existe plus dans le climat aride moderne de l'Égypte, suggérant une construction durant une période où l'environnement lui-même était différent. Les égyptologues pointent un élément de preuve pour la datation conventionnelle des inscriptions fragmentaires trouvées dans le matériau de remplissage au-dessus de l'Osirien, mentionnant Séti Ier et son petit-fils Meremtar. Ces inscriptions n'apparaissent pas sur la structure elle-même, mais ont été trouvées dans les débris accumulés la recouvrant. L'interprétation conventionnelle les considère comme une preuve que Séti Ier a construit l'Osirien. Mais réfléchissez à ce que cette preuve démontre réellement. Si vous trouvez des pièces modernes dans la terre recouvrant une ruine romaine, ces pièces prouvent quand la terre s'est accumulée, pas quand la ruine a été construite. Les inscriptions dans le matériau de remplissage de l'Osirien
prouvent que ce matériau s'est accumulé durant ou après le règne de Séti Ier. Elles prouvent que Séti Ier connaissait la structure et l'a peut-être dégagée ou l'a incorporée dans son complexe temple. Elles ne prouvent pas qu'il l'a construite. En fait, l'absence d'inscription sur l'Osirien lui-même est extraordinaire dans le contexte de la culture égyptienne. Chaque pharaon qui a construit un temple l'a couvert de ses noms, de ses actes, de ses revendications de faveur divine. Le temple de Séti Tomayorad, directement au-dessus de l'Osirien, est enduit d'hiéroglyphes proclamant ses réalisations. Pourtant, l'Osirien, supposément sa tombe symbolique, son lien avec Osiris lui-même, n'en porte aucune. Il reste muet et dépouillé. Ces blocs massifs sont innocents de l'autopromotion obsessionnelle qui caractérise les projets de construction de chaque pharaon égyptien. L'explication la plus raisonnable n'est pas que Séti Ier a construit une structure et a oublié de revendiquer le crédit. C'est qu'il a trouvé une structure si ancienne que l'ajout de ses marques semblait impossible ou inapproprié et que ses bâtisseurs ont soigneusement relié son temple à ce monument mégalithique énigmatique qu'ils avaient découvert enfoui dans le sable. Plusieurs équipes d'ingénierie modernes ont tenté de comprendre comment l'Osirien aurait pu être construit en utilisant les outils et les méthodes supposément disponibles durant le règne de Séti Waiwai. En 1997, l'ingénieur Mark Lehner a dirigé une expérience pour déplacer et placer des blocs de granit en utilisant des outils en cuivre, des traîneaux en bois et des rampes simples. Son équipe a réussi à déplacer des blocs pesant jusqu'à 2,5 tonnes en utilisant ces méthodes, démontrant que de telles techniques pouvaient fonctionner pour les blocs massifs mais gérables utilisés dans la plupart des temples égyptiens. Mais lorsque la même équipe a tenté de passer à des blocs de 100 tonnes, les méthodes ont complètement échoué. Les outils en cuivre se sont pliés et cassés. Les traîneaux en bois se sont fendus. Les rampes nécessitaient des angles si doux qu'elles devaient s'étendre sur des milliers de pieds pour atteindre la hauteur nécessaire. L'équipe a conclu que soit les anciens Égyptiens possédaient des techniques que nous n'avons pas redécouvertes, soit ils avaient accès à des outils et des méthodes au-delà de ce que le registre archéologique montre actuellement. L'analyse de Christopher Dunn dans son livre Lost Technologies of Ancient Egypt va plus loin examinant la précision des coupes et les finitions de surface sur les blocs de granit de l'Osirien. Il trouve des preuves de marques de mécanique, des rainures parallèles coupées dans la pierre avec une régularité qui suggère une sciage mécanique plutôt que des outils manuels. Ces mesures montrent une planéité sur les grandes surfaces qui varie de moins d'1 millimètre sur plusieurs pieds. Un niveau de précision que les tailleurs de pierre modernes atteignent avec des outils électriques à pointe de diamant, mais qui semble impossible avec des scies en cuivre et du sable abrasif. Lorsque vous combinez la taille des blocs, la précision des coupes, l'absence de marque d'outils et la profondeur de la fosse de construction, vous êtes face à un défi d'ingénierie qui défie la crédibilité si nous sommes limités à la technologie du Nouvel Empire. Alors que regardons-nous réellement lorsque nous nous tenons dans l'Osirien ? Les preuves physiques suggèrent plusieurs possibilités, aucune d'entre elles n'étant confortable pour la chronologie conventionnelle. Une option est que les ingénieurs de Séti Ier possédaient dans cet instant des capacités de construction bien au-delà de ce que nous attribuons actuellement à la 19e dynastie, qu'ils avaient des outils et des techniques suffisamment sophistiqués pour travailler des blocs de granit de 100 tonnes avec précision, qu'ils ont développé ces compétences sans laisser d'autres preuves, les utilisant pour construire une seule structure dans un style archaïque, puis abandonnant complètement ces techniques permettant à ce savoir de disparaître. Une autre option est que l'Osirien représente le travail d'une période antérieure de la civilisation égyptienne, possiblement pré-dynastique ou early dynastique, lorsque la construction mégalithique était la norme plutôt que l'exception. Seriway aurait pu découvrir cette ancienne structure durant ses projets de construction et l'incorporer dans son complexe temple, prenant effectivement crédit pour la rénovation ou la redédicace d'un monument existant. Une troisième option la plus troublante est que l'Osirien et des structures similaires à Gizeh sont les vestiges d'une culture sophistiquée qui existait avant la date de début conventionnel de la civilisation égyptienne, une culture qui possédait des capacités avancées de travail, de la pierre construisant, durant une période où le climat de l'Égypte était plus humide et la nappe phréatique plus élevée, et dont les œuvres ont ensuite été découvertes vénérées et parfois revendiquées par les Égyptiens dynastiques enregistrés dans l'histoire. Chacune de ces explications a des implications profondes pour notre compréhension de l'histoire humaine, du développement technologique et des origines de la civilisation elle-même. L'Osirien se trouve toujours là à 15 mètres sous terre à Abydos. Ces blocs massifs assemblés avec une précision impossible.
ces murs profondément érodés par une eau qui n'est pas tombée des cieux égyptiens depuis 6000 ans. Son architecture correspondant à des structures à des centaines de kilomètres qui elles aussi ne peuvent pas être datées, avec certitude, son but mystérieux malgré un siècle d'études. Vous pouvez le visiter vous-même, marcher dans ces halls, poser vos mains sur les blocs de granit et sentir le poids de la preuve. Les mesures sont réelles. L'érosion est là, c'est là. Les blocs sont massifs et précisément placés. L'explication conventionnelle nous demande de croire que les architectes du Nouvel Empire travaillant à l'apogée du pouvoir de l'Égypte ont intentionnellement rendu leur vie impossiblement difficile pour créer une tombe symbolique dans un style archaïque. Les explications alternatives nous demandent de reconsidérer la chronologie de la civilisation humaine, d'accepter que des cultures sophistiquées pourraient avoir émergé et disparu avant que le registre historique ne commence, et de reconnaître que nos ancêtres pourraient avoir possédé des capacités que nous commençons à peine à comprendre. Aucune de ces options n'est confortable, mais l'une d'elles doit rendre compte de ce qui existe dans le sol à Abydos. Examinez vous-même les preuves, mesurez-les par rapport aux explications officielles, et décidez laquelle nécessite moins de sauts de logique, moins de coïncidences pratiques, moins d'accomplissements impossibles par des gens utilisant des outils en cuivre. L'Osirien n'ira nulle part. Il est assis dans ce trou depuis des millénaires, attendant que nous découvrions ce qu'il a réellement construit, et ce qu'il nous dit sur des capacités que nous pensions que nos ancêtres ne possédaient pas. Quelle est votre explication pour ce qui ne devrait pas exister mais existe ?